Bonjour, bonjour. Ça y est, pas de surprise. Les médias se sont encore bien évidemment tous plantés. Les instituts de sondage aussi. On nous avait promis une élection très très serrée. Que dalle, rien du tout. Trump, Donald Trump est le 47e président des États-Unis. Il a gagné par une très large victoire, hein. Il a complètement écrasé son rival, sa rivale Kamala Harris. On est proche des 300 grands électeurs. Trump contrôle le Sénat, la Chambre des députés. Il a gagné en nombre d'électeurs. Bref, une victoire totale. Alors, sur les deux rives, évidemment, nous on parle de l'Amérique latine. Et donc, on va voir ben, qu'est-ce que la victoire de Trump va changer ou pas en Amérique latine. Nous sommes pour cela avec notre ami José Antonio Ejido, sociologue, docteur en sociologie de l'Université d'Aix-en-Provence, qui connaît très bien le continent latino-américain. José Antonio, bonjour. Bonjour, bonsoir chez moi. Grand Alors, bonjour. José Antonio, allons-y, direct, direct. Qu'est-ce que va changer euh, le changement de président aux États-Unis? Qu'est-ce que ça va changer dans les rapports avec l'Amérique latine ou pas? Tu sais, Blinken, qui était et qui est encore jusqu'à le changement de gouvernement officiel après les élections, le secrétaire d'État, le ministre d'Extérieur de Biden, avait écrit il y a un mois, publié à la revue Foreign Affairs, hein, une revue de l'establishment des États-Unis, un long article dont son noyau central et son sujet principal est de dire en politique extérieure, nous sommes la même chose que Trump et les siens. Donc, il n'y a pas de différence entre nous. Nous défendons les intérêts de l'hégémonisme un peu défaillant des États-Unis. Voilà ce que Blinken a dit dans la revue Foreign Affairs, Affaires extérieures des États-Unis, qui marque un peu la ligne en politique extérieure, etc. Donc, idée générale, rien ne va changer parce que pour eux, pour les États-Unis, pour Washington, le Pentagone, le grand capital américain, tu sais, l'Amérique latine et les Caraïbes, c'est leur chasse gardée. C'est leur jardin, comme dirait notre ami Borrell, Joseph Borrell. Hein? Et eux, seulement, ont droit à un chapitre, non, à décider. Voilà. Donc, ils vont essayer de maintenir, de garder leur, euh, leur hégémonie. Voilà. Et ils vont essayer de, de faire de toute l'Amérique latine ce qui est maintenant l'Argentine, qui est une colonie de destruction de l'État et de la société en Argentine. Non, ils veulent importer, exporter ce modèle criminel, antisocial, à toute l'Amérique latine pour en profiter des ressources naturelles. C'est la générale chef du South Command qui a dit, c'est à nous les ressources naturelles. On va voir si Trump change cette dame générale, hein, mais la politique ne va pas changer. On se pose des questions parce qu'on dit, écoute, et je finis comme ça. Trump a été battu par le Venezuela. Trump, c'est un politicien rancunier où il va faire ce que les multinationales du pétrole ont besoin, qui est acheter le pétrole et le gaz vénézuélien dans un euh, contexte de crise de manquement de pétrole. Eh ben, je sais pas sur quoi que ta petite introduction me renvoie à deux sujets principaux. D'une part, la guerre des États-Unis avec la Chine, d'autre part, le Venezuela. Comme je sais on va parler du Venezuela et que de toute façon, on risque d'en parler un petit bout de temps, je vais commencer sur la Chine. On sait que Trump veut ou considère la Chine comme l'ennemi principal, plus que la Russie, et en Amérique latine, la Chine est désormais le premier partenaire économique de la plupart des pays d'Amérique latine, non? Tu as mentionné effectivement l'Argentine qui serait le modèle, c'est-à-dire décomposition de la société, destruction de l'État et où les États-Unis installent des bases militaires et occupent le terrain. Il y en a d'autres sur
les dernières années du mandat de Biden, n'est-ce pas? Les États-Unis ont tamé une espèce de reconquête hein, de l'Amérique latine. Je pense au Pérou, qui est un pays sous occupation militaire états-unienne. Je pense à l'Équateur, qui ne devrait pas tarder à tomber dans l'escarcelle militaire aussi des États-Unis, sous prétexte de lutte contre le trafic de drogue, etc. Alors, pour l'instant, la Colombie, bien que Petro n'ait pas touché aux bases, évidemment, américaines, états-uniennes en Colombie, mais bon, Petro a une vision, on va dire, plus critique. Donc, il y a une espèce de reconquête, évidemment en Amérique centrale aussi. Et le premier ennemi, c'est la Chine. Ici au Pérou, on a eu la visite il y a un an de Carlos Diaz Rosillo. Carlos Diaz Rosillo a été le conseiller de Donald Trump sur les politiques publiques. Oui, Donald Trump avait un conseiller sur les politiques publiques. Et donc, alors c'est un ultralibéral, un libertarien. Il est venu ici pour expliquer un peu la vision, qui pourrait être la vision de Trump, d'une Amérique latine libertarisée avec une destruction de l'État, des communs et de la protection sociale pour rapatrier des entreprises états-uniennes qui sont en Chine, les rapatrier dans un territoire plus sûr ou en tout cas qui pourrait leur permettre de ne plus dépendre de la Chine. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que l'Amérique latine va devenir le terrain d'affrontement entre la Chine et l'Amérique de Donald Trump? Je suis certain que ça va être comme ça et j'ai les preuves, si on peut dire, des indicateurs au moins. Par Magique. exemple, tu sais, Xi Jinping, bientôt, dans des jours, va aller au Pérou pour inaugurer des installations portuaires fruits de le gros investissement chinois. Donc voilà un premier terrain d'affrontement entre les intérêts, les investissements chinois et la présence militaire et politique, parce que le gouvernement, c'est un gouvernement au Pérou, tu connais mieux que moi, les chebottes des États-Unis. Bon, Alors, je te donne aussi un scoop. Pour des raisons de sécurité, Xi Jinping n'inaugurera pas le port de Chiang Kai. Il fera une inauguration symbolique depuis le palais présidentiel où il y aura le forum de APEC. Donc, oui. pour des raisons de sécurité. Puisque, je rappelle que le Parlement péruvien a autorisé le déploiement de 600 militaires des États-Unis pour assurer la sécurité du forum APEC. Vous imaginez? Vous imaginez la tête de Xi Jinping quand il a su que sa sécurité va dépendre de l'armée de Washington? Très Ah, voilà, provocation. continuons. Mais il y a le Brésil, qui est le géant de l'Amérique du Sud et de l'Amérique latine. Et il y a une affaire très marquante le 23 octobre, à un forum économique organisé par Bloomberg à Sao Paulo. Le ministre brésilien de l'Agriculture défend l'appartenance du Brésil à la grande initiative mondiale euh, commerciale, technologique, économique chinoise qu'on dit de façon colloquiale la nouvelle route de la soie. À ce forum était la plus haute représentante de l'administration Biden pour le commerce, une dame peut-être d'origine chinoise d'ailleurs, Madame Catherine Tai. Elle répond dans un discours virulent en menaçant le Grand Brésil de conséquences et de risques si le Brésil prend ce chemin. Bon, 3 jours après, le temps suffisant pour que l'ambassade chinoise à Brasilia, non, au Brésil, reçoit des instructions du gouvernement chinois au plus haut niveau, l'ont communiqué en revendiquant la projection mondiale du Brésil, l'importance croissante, le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Brésil et la Chine populaire et l'engagement des deux pays, le Brésil et la Chine populaire, pour développer de façon souveraine ces rapports. Donc, la Chine donne un avertissement aux tentatives des Américains
jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, c'était Biden, et les démocrates, maintenant, c'est Trump, la même chose. Ils vont se battre pour garder, et ils ont des alliés au Brésil, la plus grande influence dans le pays. Mais le pays a aussi un engagement économique avec la Chine. Et la Chine et le gouvernement de Lula, apparemment, vont se défendre jusqu'au bout. Donc, je confirme ce que tu dis. Et scénario au Brésil de grandes batailles entre les deux géants. Le Brésil, pardon, les États-Unis et la Chine. Et ça va se reproduire ailleurs aussi, en, dans certains pays. Il faut dire la Guyane, ancienne colonie anglaise, on parle beaucoup des intérêts de la ExxonMobil, mais on cache que la même importance ou davantage, c'est de la troisième compagnie chinoise de pétrole qui exploite le pétrole offshore. Et en plus, la Chine développe là-bas le modèle qu'aiment les pays du Sud. Pas seulement acheter les matières primes, mais développer, moderniser les infrastructures du pays du Sud, du pays pauvre, c'est-à-dire le port, l'aéroport, le chemin de fer, les hôpitaux, etc. Cela fait l'avantage de la Chine en Afrique, hein, où les Occidentaux, les impérialistes, ne se sont jamais inquiétés de l'état de délabrement de ces pays. Si les Chinois ont besoin des matières primes, mais offrent aussi une coopération dans le développement. Donc, je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai vu passer un discours de Vance, donc le vice-président élu de Donald Trump, qui reprenait un peu ça. Il disait, nous nous acharnons à nous faire obéir par des pays qui ne veulent pas nous écouter, pendant que la Chine construit des routes, construit ça. Il faudrait peut-être changer d'approche. Grosso modo, je schématise, mais en tout cas, le discours a été celui-là. Est-ce que tu crois que la diplomatie de Donald Trump va changer quelque chose ou pas dans ce combat contre la Chine? Est-ce qu'ils vont s'adapter ou est-ce qu'ils vont toujours réagir de manière impériale? C'est très difficile à penser qu'il puisse développer autre façon de rapport avec l'Amérique latine lorsque, à l'époque du premier gouvernement Trump, M. Bolton, qui était son conseiller en sécurité, a revendiqué ouvertement la doctrine du 19e siècle, de que l'ensemble des Amériques, c'est pour nous, c'est à nous. Il le disait Doctrine Monroe. ouvertement. Monroe, voilà, Monroe, voilà. Donc, euh, il faut jeter un coup d'œil sur les précédents, mais penser aussi à que Trump, il ne faut jamais le croire sur les promesses qu'il puisse faire. Mais sur l'Amérique latine, il n'a rien dit. Mais qui va élaborer vraiment la politique de Washington, de la Maison-Blanche pour l'Amérique latine? Pas Trump, pas Bolton, qui n'est plus. C'est les intérêts économiques, c'est les multinationales, Voilà. les compagnies de pétrole, de gaz, de lithium, etc. Eux, ils vont dire à Trump quoi faire. Quoi faire. Alors, les compagnies, grandes compagnies qui exploitent les ressources naturelles, et puis d'autres compagnies connexes, hein. Je pense par exemple à une compagnie qui fabrique des voitures électriques, qui a besoin de lithium, et dont le président de cette compagnie va peut-être même entrer au gouvernement de Donald Trump. Donc il y a des intérêts directs là, hein. On se rappelle d'ailleurs que Elon Musk, lors du coup d'État contre Evo Morales en Bolivie, la Bolivie, c'est la moitié des réserves mondiales de lithium, avait dit, nous pouvons faire des coups d'État là où ça nous chante. Voilà. Alors tout ça, ça reste en suspense parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Bolton avait claqué la porte du gouvernement Trump. Une autre ordure, vous m'excuserez du terme, Elliot Abrams avait été lui aussi éconduit et était passé dans le gouvernement de Biden. En fait, c'est des personnes de l'État profond, hein, on va dire, qui naviguent entre gouvernement républicain et gouvernement démocrate. Euh, Donald Trump avait dit de John Bolton que c'était un abruti, mais que c'était bien d'avoir cet abruti dans son gouvernement parce que comme c'était un va-t-en-guerre, ça pouvait permettre d'ouvrir des espaces de négociation.
Et là où c'est intéressant aussi, c'est que donc ces gens-là ne sont plus là. Donc c'était un peu les va-t-en-guerre de son premier gouvernement contre l'Amérique latine. On se rappelle de John Bolton sur Univision en avril 2019 dire ce que nous faisons au Venezuela, c'est étrangler lentement quelqu'un comme le fait Dark Vador dans Star Wars. Bon, voilà, au moins John Bolton disait les choses comme elles sont, mais ces gens-là ne sont plus là. Alors la grande question, je ne sais pas. Donc, visiblement, tu doutes aussi. La grande question, c'est de savoir s'il viendra d'autres faucons du même type, il y en a hein, au parti républicain, ou si la vision de Trump sur l'Amérique latine sera guidée par le pragmatisme. Et là, on reviendra au cas du Venezuela et du pétrole en particulier. Pour l'instant, on n'a pas trop d'indices là-dessus. Alors beaucoup, évidemment, disent, Trump, c'est notre héros, il va éradiquer le socialisme du continent latino-américain. Oui, mais Trump, il a gagné la Floride hier, il l'a très bien gagné d'ailleurs, et merci beaucoup, mais il n'a plus rien à voir avec les électeurs de Floride et l'ultra-droite latino en Floride. Merci, il leur redemandera plus jamais rien. Il n'y aura plus un vote, puisqu'il pourra plus se présenter après ce mandat-là. Donc, merci, vous avez voté pour moi, je vous dois rien. Hein. C'est un peu. Donc, il y a une véritable interrogation là-dessus. Il faut songer un peu au panorama. Regarde, la compagnie Halliburton est une des compagnies qui a resté au Venezuela. La compagnie Halliburton, c'est la principale, ou était, je ne sais pas maintenant, multinationale de l'infrastructure Pétrolière. pétrolière, qui d'ailleurs était dirigée par Dick Cheney, qui en 2003 était le va-t-en-guerre pour Mm. l'Irak. On peut dire que c'est Halliburton qui a poussé George Bush Jr. pour détruire ce grand pays arabe qui encore est détruit. Et Et l'Irak. Halliburton, Dick Cheney, Halliburton a resté à l'époque de Maduro en se bénéficiant d'une certaine tolérance de l'administration Biden. Donc, Biden et maintenant Trump doivent tenir compte d'une réalité politique et militaire importante. Ils ont tout fait pour renverser la révolution bolivarienne. Ils ne l'ont pas pu faire en 2019. C'est pas clair du tout qu'ils le puissent faire dès maintenant. Il y a la Russie, il y a la Chine, même l'Iran. Et il y a une situation en Amérique latine avec ces noirs et ces blancs qui n'est pas celle de 2019 avec son groupe de Lima. Tu te rappelles les pays Mm. pro-américains. Le Grand Mexique, le Grand Brésil a passé du côté, on peut dire, de l'indépendance des peuples. C'est les Américains, c'est le Washington qui sont isolés. Donc, le pragmatisme les oblige à négocier avec les gouvernements qui ont gardé leur indépendance. Ils n'ont pas pu, par la voie des coups d'État, au Venezuela ni au Nicaragua. Il y a une situation très difficile en Bolivie. Sans doute, les services de renseignement américains, états-uniens, vont essayer de profiter de la situation. C'est Il y fort. a le chaos péruvien que tu connais, mais on peut dire, cette élection ouvre une voie d'une certaine instabilité, mais les peuples ont montré jusqu'à présent une capacité de résistance. Personne ne dit qu'en Équateur, le régime pro-USA, pro-Washington va se maintenir. En Chili, je crois qu'il y a une critique de la gauche au gouvernement de Boric. Il y a une résistance en Argentine. La gauche revient en Uruguay. Et la grande question, c'est le Brésil. Mais le Brésil, je viens te raconter l'affaire du ministre qui ne peut pas s'exprimer sur l'opinion du président, qui dit, nous, on va s'associer étroitement avec la Chine. Donc, il y a une Amérique latine avec des peuples qui, je crois, veulent en découdre avec l'arrogance des États-Unis. En plus, il y a le Mexique, tout proche des États-Unis, où il y a un chemin d'indépendance nationale qui n'est pas apprécié par les États-Unis.
Justement, tu parles du Mexique. Quelques jours avant l'élection, dans un meeting donc de la campagne électorale, Trump a menacé le Mexique, a dit si vous ne réglez pas les problèmes d'immigration et si vous ne réglez pas la criminalité qui déferle chez nous, on mettra des barrières douanières de 25% sur les produits mexicains. Alors Trump, on dit des fois de lui qu'il serait protectionniste, qui justement privilégierait la production états-unienne, mais cette menace, alors elle n'est pas nouvelle en réalité, hein. Trump avait proféré exactement la même menace en 2019, menace qu'il n'a pas mis à exécution. OK? Donc il y a la parole et les actes. Parce que pour faire ça, il faudrait qu'il sorte de l'ALENA, qui est la zone de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Alors, Trump protectionniste ou pas? Ce que tu as dit, c'est vrai. Euh, Sur Trump, il faut le croire par les faits, pas par les paroles. Parce que lui, c'est un acteur de théâtre, c'est un showman. Il dit n'importe quoi. Donc, ce qui importe, ce qui est vraiment décisif, ce sont les faits. Et, et quelle va être sa politique? Le patronat des États-Unis ont besoin de la main-d'œuvre qui provient, un bon marché qui provient du Sud. Ils veulent les exploiter. Et ils ne peuvent pas casser les liens avec le Mexique. Et s'ils poussent trop le Mexique, ils vont obtenir un renforcement du sentiment national et nationaliste mexicain qui s'est réveillé avec López Obrador et qui a une continuatrice à la présidence du Mexique. Donc, s'ils vont trop loin, à l'estile Bolton, menace, etc., ce que va avoir comme résultat, c'est un affrontement avec son voisin plus proche du Sud et un rapprochement du Mexique, des BRICS, de la Chine en particulier, de la Russie, ce qui est un cauchemar pour les États-Unis. Un vrai cauchemar. Oui, et d'ailleurs, on rappelle que le Mexique n'est pas intéressé hein, de rentrer dans les BRICS. López Obrador, donc l'ancien président du Mexique, avait dit qu'il voyait ça évidemment d'un bon œil, le surgissement du monde multipolaire, mais que pour des raisons de voisinage et d'interpénétration des économies mexicaines et états-uniennes, il n'était pas intéressé à faire rentrer le Mexique dans les BRICS. Ça ne devrait pas changer avec la nouvelle présidente. Le ministre des Affaires étrangères de López Obrador, Marcelo Ebrard, à l'époque, avait dit qu'il y avait une union d'intérêts stratégiques avec les États-Unis contre la Chine, même pour des raisons économiques. Les économies sont trop imbriquées. Et donc, effectivement, ce genre de discours de Trump viendrait à remettre en cause cet équilibre et finalement pénaliserait les États-Unis. Le Mexique, tu sais, est en train maintenant de se mettre debout, de se remettre sur place. Après 40 années de néolibéralisme et de gouvernement pro-impérialiste pro aux États-Unis. Donc López Obrador avait raison parce qu'il disait, c'est pas le moment maintenant, nous sommes faibles à ce moment pour avoir un affrontement complet avec notre voisin du Nord. Donc ce qui va se faire, à mon avis, avec Madame Sheinbaum, je crois que ça s'appelle Oui. comme ça, c'est euh, une cumulation de forces économiques, technologiques, militaires et sociales pour reconstruire un grand espace d'indépendance nationale vis-à-vis des États-Unis, pour reprendre vraiment le chemin de Lázaro Cárdenas qui avait nationalisé le pétrole, non? Il y a une grande communauté mexicaine aux États-Unis. C'est aussi un point de faiblesse des États-Unis par rapport au Mexique, parce que cela peut devenir une force d'opposition interne. Jusqu'à présent, aucun pays de l'Amérique latine et le Mexique, le moins d'entre eux, avaient la capacité de mobiliser leur population migrante aux États-Unis. Maintenant, c'est un des atouts que peut être utilisé par un Mexique qui se renforce
pas à pas. Et on ne peut pas exiger au Mexique ce que le Brésil veut faire. C'est rentrer à la nouvelle route de la soie en étroite alliance avec la Chine. Pour le Brésil, c'est possible, pas pour le Mexique à ce moment, parce que ce serait un casus belli. Hein, mais les avancées dans le sens de l'indépendance nationale du Mexique par rapport à 40 ans auparavant, c'est vraiment, on ne peut pas dire une révolution, mais une avancée extraordinaire hein, qui mérite d'être soutenue et d'être connue. Alors, pour finir, José et Antonio, et là, on peut pas dire quand même, on a vu une évolution pour les pays comme Cuba, le Venezuela ou le Nicaragua, ça a été pire avec l'administration Trump de 2016 à 2020. Les sanctions ont été renforcées, le blocus a été renforcé, les menaces militaires contre le Venezuela particulièrement ont été renforcées. Il y a eu l'opération Guaido, il y a eu le saccage des actifs du Venezuela, etc., etc. Donc il y a quand même une légère différence. Même si le fonds impérial ne change pas, ce que tu nous as expliqué dans ta première intervention, il y a quand même des nuances, on va dire, qui font que pour l'Amérique latine en général, je dis en général parce que les autres pays, c'était la même chose. On pense par exemple aussi au coup d'État au Brésil, à l'emprisonnement de Lula, etc., etc. Euh, Est-ce que ça va être pire alors avec Trump ou pas? Je La pense, question, c'est je m'interromps, je donne un truc parce qu'effectivement, les démocrates ne changent rien en fait. Là, si Trump avait mis un coup d'accélérateur contre les gouvernements nationaux populaires, les démocrates ne sont pas revenus en arrière. Hein, c'est très important. Ils ne sont pas revenus sur les sanctions, ils ne sont pas revenus sur le blocus. Dans le cas du Venezuela, effectivement, il y a une demande de l'industrie pétrolière texane, notamment, de pouvoir accéder au pétrole vénézuélien. Et puis, dans le même temps, il y a une demande aussi de, notamment, la diaspora d'ultra-droite vénézuélienne, comme la cubaine, de renverser les gouvernements en place. Donc, est-ce que ça va être pire ou pas? c'est clair que les États-Unis, soit les démocrates ou soit les républicains au gouvernement, ont le même but, c'est de récupérer leur hégémonie et essayer de retourner au cadre qui était majoritaire à l'ensemble pendant tout le XXe siècle, sauf pour Cuba, éventuellement le Pérou, mais ça durait de courte durée, le Mexique, bon, retourner à une, comme tu dis, une reconquête, une récolonisation. Ils ne l'ont pas pu faire en 2019, où le cadre était pour eux le plus favorable de tout. La question est, ils ont la force des États-Unis défaillants qui n'ont pas pu s'imposer en Russie, n'ont pas pu s'imposer en Syrie, n'ont pas pu s'imposer en Iran, n'ont pas pu freiner la Chine populaire. Ils ont la capacité d'une offensive complète pour renverser les gouvernements d'indépendance nationale où il y a une cumulation de capacité de résistance accrue de la part des peuples de l'Amérique latine pendant les dernières 20 années après l'arrivée de Chavez au gouvernement. Non? Moi, je pense que les Américains, les États-Unis, n'ont pas la force ni militaire ni politique pour retourner même à la situation de 2019, où ils ont échoué au Venezuela, mais il y avait le groupe de Lima, qui était une grande partie du gouvernement pro-impérialiste. Ce n'est pas le cas maintenant. Regarde le Honduras, ils ont reverti un coup d'État qui avait été donné par les démocrates, par Obama. Hein. Mm, C'est la femme de Zelaya qui est au gouvernement. Ils n'ont pas pu renverser le Nicaragua. Le Mexique, pour eux, c'est une catastrophe. C'est les gouvernements pro-impérialistes qui ont échoué complètement. La question aussi, c'est le Brésil. Que va passer au Brésil si
après la disparition de Lula, qui n'est pas un jeune homme, non? Moi, je crois qu'il y a une accumulation de forces. Cela veut dire que c'est vrai que nous entrons dans une phase, pas de stabilité, mais de tension accrue. Parce que les États-Unis sont conscients de leur perte d'hégémonie mondiale. Et leur dernier carreau va être l'Amérique latine et les Caraïbes. Mais le reste du monde multipolaire est prêt aussi à donner un coup de main au peuple de l'Amérique latine et des Caraïbes. La Russie, il y a peu de temps, une semaine ou quelques jours, une publication importante des États-Unis reconnaît que l'armée la plus importante du monde, c'est la russe. Et personne nie la, le développement et le renforcement continuel du point de vue économique, mais aussi militaire, de la Chine populaire. Donc, c'est euh, ces grands acteurs de la nouvelle politique mondiale vont aussi jouer aussi une carte en soutien à la résistance des peuples de l'Amérique latine et de leur gouvernement, qui est l'acteur principal, ils ne sont pas des pantins, des mercenaires, des puissances étrangères. Ça, c'est complètement écarté. Il y a une vague, une nouvelle vague de gouvernement progressiste dans un cadre de lutte accrue. C'est vrai que les États-Unis ont, ont appris à combattre ces gouvernements. Aux années 70, ils combattaient les guérillas et les mouvements de gauche qui étaient dans l'opposition. Après Chavez, avec Fidel, ils ont appris à combattre les gouvernements. Et ils ont eu certains succès. Mais aussi les gouvernements, les peuples ont appris à déboulonner même les régimes les plus pro-américains. La Colombie, par exemple. La Colombie continue à être un pays pro-américain, sauf dans la présidence de la République. Mm. L'armée, l'économie, le grand capital, les médias et les bases militaires sont gagnées pour Washington. Mais l'accès d'une gauche même modérée dans la Colombie, à Bogota, c'est un coup très dur pour les États-Unis. C'est Mm. inouï ce qui se passe en Colombie et au Mexique, non? Donc, moi, je pense qu'il va y avoir de grandes résistances des peuples. Très bien, merci José Antonio Ejido, sociologue, merci de nous avoir éclairés. Alors, avant d'affronter toutes les critiques, le sujet d'aujourd'hui, c'était Trump et l'Amérique latine. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de l'Ukraine, on n'a pas parlé du Proche-Orient. Certainement, il y aura d'autres émissions où vous pourrez voir sur ce que vous pourrez écouter sur ce sujet-là. José Antonio Ejido aurait pu vous en parler aussi, mais on s'est concentré sur l'Amérique latine. Merci José. Merci à toi, Romain. Bon succès à les deux rives.